Bonjour, Yann Aymon, je travaille à l'ARS Île-de-France. Dans l'ARS Île-de-France, en fait, il y a un département qui s'occupe de l'ETP. C'est un département, historiquement, l'ETP a été voulu dans les directions qui concernent la promotion de la santé, la prévention-promotion de la santé. Et c'est le grand changement qu'il y a eu entre jadis les ARH et les ARS. Au niveau des ARS, on a retrouvé le TP dans des directions de la santé publique, en gros, alors qu'avant c'était dans l'offre de soins, donc la direction qui gérait toute l'offre hospitalière notamment. Voilà. Donc je vais vous présenter les critères d'autorisation des programmes. Je prends un peu au pied levé une diapo qui a été faite par un collègue. Je vais un petit peu déraper dessus parce que je pense qu'au-delà des critères d'autorisation, vous avez besoin d'une vision de l'offre de TP qu'il y a en Île-de-France et les carences que l'on a qui ont déterminé des objectifs, en tout cas dans les différentes planifications que l'on a, notamment le PRS, le plan régional de santé. Donc le cadre juridique de l'ETP, comme vous le savez, c'est en 2010 que tout a été déclenché, on va dire, puisque l'ETP a été reconnu grâce à la loi HPST. Ça ne veut pas dire qu'il y avait de l'ETP qui ne se développait pas dans les hôpitaux et dans les autres structures, mais quoi qu'il en soit, un cadre a été défini via le décret et arrêté du 2 août 2010. Et dans ce décret, en clair, on a été amené les ARS à engager une démarche d'autorisation. Et donc, dès 2010, on parle de la première vague des programmes d'ETP qui a été autorisée. C'est quasiment 80% de l'offre d'ETP en Île-de-France. Et dans toutes les autres régions, c'est la même chose. C'est ceux qui étaient en fait déjà bien formatés dans le développement de l'ETP qui ont été autorisés les premiers. Voilà. Donc dans ce décret du 2010, il y avait déjà un cahier des charges pour le développement des programmes d'ETP. Il y avait une liste de critères. Je pense que vous les connaissez tous, mais je les rappelle. Donc les respects des critères via le guide HAS de la Haute Autorité en Santé. Il y avait un axe très fort sur la pluridisciplinarité ou pluriprofessionnalité. Il y avait quelque chose de très important qui a évolué après et qui a montré un petit peu toute la montée en charge qu'il y a eu sur le développement de l'ETP, c'est la formation. Ça, c'est un axe hyper important puisque en 2010, seulement une personne dans une équipe devait avoir 40 heures de formation pour la dispense de l'ETP. En 2015, c'est là que ça a changé puisqu'un arrêté est sorti de nouveau pour en fait définir le cadre du renouvellement des programmes. À échéance de 4 ans, les programmes doivent être redéposés à l'ARS pour instruction de nouveau. Et là, il y a eu une actualisation dans cet arrêté de 2015. Et là, cette fois-ci, maintenant, c'est toute l'équipe qui doit être formée. Il y a une distinction très forte entre le fait d'avoir un coordinateur et le fait de coordonner l'ETP et le fait de dispenser. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer et donc à chaque fois c'est 40 heures, donc on peut imaginer qu'un coordinateur doit présenter une attestation de 40 heures pour justifiant de compétences liées à la coordination, mais s'il intervient également dans le programme, donc en gros il anime des ateliers ou autres, il doit aussi avoir 40 heures de dispense. Donc le coordinateur, dans le pire des cas, a 80 heures de formation. Voilà, c'est comme ça. La procédure de dépôt par rapport à l'autorisation. Donc en fait, ça, vous l'avez déjà peut-être vu sur le site de l'ARS. Il y a un certain nombre de documents à renseigner, donc permettant de montrer la structuration du programme, joindre les attestations. Donc ça, je ne vais pas lister tout ça. Ce qui est important pour vous, c'est que
dans la chronologie, quand on dépose un programme, il y a une phase de complétude et une phase d'instruction. La phase de complétude, c'est quand on a une liste la liste de toutes les pièces qui permettent d'instruire. Et ça, on a un mois, nous, ARS, pour se prononcer sur cette complétude. À l'issue de cette complétude, en fait, on est dans l'instruction, on échange avec vous pour commencer à travailler sur le contenu du programme. Et c'est là qu'on peut réajuster le programme ensemble dans la définition des objectifs. Lorsqu'il manque un professionnel dans l'équipe, par exemple, où on a un certain nombre de recommandations qu'on ne veut pas forcément tout de suite formuler dans le cadre de la décision in fine au bout de 2 mois, mais en cours d'instruction, on peut déjà faire évoluer le contenu du programme qui sera déposé. Donc l'ARS assure que la demande répond aux exigences du cahier des charges. Respecte les obligations relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre. Ça, c'est un article du Code de santé publique qui dit que simplement les labos ne peuvent pas déposer des programmes de TP. Et répond aux exigences en termes de qualification des professionnels. Ça, c'est ce que je vous disais. C'est l'évolution en fait de la formation à l'ETP qui maintenant, à partir de cette année, enfin à partir de 2015 même, l'exhaustivité de l'équipe doit être formée. Lorsqu'on dépose un programme, il y a un certain nombre d'attestations qu'on doit joindre à l'ARS. L'ARS Île-de-France a mis un petit bémol au regard du nombre de professionnels qu'il y a et le plan de formation qui peut prendre beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'en Île-de-France, lors du dépôt de l'autorisation, un engagement à se former avec un plan de formation pour l'exhaustivité de l'équipe sur une échéance à déterminer ensemble vaut pour instruction. Et on ne va pas vous demander l'obtention des 40 heures tout de suite, mais en tout cas, ce sera une réserve dans le cadre de la décision. Voilà. Et qui sera vérifiée, naturellement. Les critères de recevabilité, alors plus précisément, il faut savoir que il y a un coordinateur, un programme en fait fonctionne à minima sur 2 professionnels de santé. Et l'un des deux est forcément médecin. Voilà. Dans le rôle de coordinateur, il peut y avoir un médecin, un autre professionnel de santé ou un représentant d'une association agréée, donc une association d'usagers. C'est souvent le cas en secteur ambulatoire, donc en ville, où on peut avoir justement des associations qui développent des programmes de TP et avec un coordinateur, justement. Qui est un patient expert, bien souvent. Un des 2 professionnels de santé est médecin si le coordinateur ne l'est pas. Tous les intervenants sont formés aux 40 heures. Voilà. En termes de couverture, de structuration du programme, les textes disent que ça couvre toutes les ALD et ça couvre le champ maladie rare ou priorité régionale de santé. Donc dans le champ priorité régionale de santé, on retrouve à peu près les mêmes choses dans toutes les régions, mais par exemple l'addiction en est une. Donc on a des programmes sur le champ des addictions et le VIH notamment. Voilà, ça c'est en termes. Là, je vais m'arrêter simplement en termes de couverture et de représentation de l'offre de TP. Donc on a 800 programmes de TP en Île-de-France. La majorité, c'est diabète, VIH, maladies cardiovasculaires, maladies rares, tout simplement parce que, contrairement aux autres régions, tous les centres experts sont en Île-de-France. Voilà. On a BPCO, VIH. Voilà. Donc c'est la grosse masse de programmes que l'on a. L'offre est 80, ça n'a pas changé, 80% portée par le secteur hospitalier. Voilà. D'où, je m'arrête là, l'enjeu, c'est pour ça que je voulais vous présenter aussi le panorama ETP. Si 80% de l'offre est hospitalière,
il y a forcément un enjeu dans notre PRS de développer en ambulatoire. Et ce qu'on appelle ambulatoire, nous, c'est dans les maisons de santé pluridisciplinaires, dans les structures d'exercice collectif, en clair, au plus proche du patient, en HAD, notamment, par exemple. Donc tout ce qui se fait au plus proche de son domicile. Donc au niveau secteur hospitalier, il va y avoir de plus en plus dans les projets d'établissement des volontés d'extension vers la ville, de porter des programmes qui commencent à l'hôpital et qui finissent en ville. Voilà. Et ça, ça a été formulé quasiment tel quel dans le PRS. Dans le cadre de la lecture d'un programme quand vous le déposez, forcément, vous justifiez d'un contexte de données quantitatives, qualitatives, justifiant l'intérêt de l'ETP par rapport à la pathologie. Fait mention de l'existence d'un dossier d'ETP papier ou informatique. Je ne suis pas persuadé que ce soit dans le cahier des charges, mais dans le cadre de l'évaluation quadriennale, quand on a fait l'analyse, c'est une carence énorme, justement la traçabilité de l'offre d'ETP auprès des patients. Et donc, une recommandation générale a été faite aux porteurs de programmes pour développer des outils pour suivre les séances éducatives de leurs patients, l'acquisition des compétences, et au moins avoir un outil, en tout cas, qui leur permette de remonter des données en interne, en externe à l'ARS, et de suite d'avoir une évolution en fait de leur programme pour pouvoir le faire évoluer chaque année. Voilà. Au sein de la PHP, il y a déjà des choses qui se font. Ça, j'oublie toujours le nom, mais c'est ROFCEP où il y a un outil. Il y a un outil de... Bon, il faudra voir avec l'avenue Victoria. Il y a un outil en tout cas de suivi d'un dossier partagé qui intègre l'axe ETP et qui va être partagé entre les différents programmes au sein de la PHP. Donc au sein d'un programme, on définit la population cible en termes d'âge, gravité de la maladie. Et là, je m'arrête un tout petit peu, tout simplement parce que lorsque vous déposez un programme, vous allez être amené notamment à renseigner des données d'activité annuelles, pluriannuelles, et vous allez être amené à vous interroger sur la notion d'inégalité de santé. Tout simplement parce que c'est le terme générique que l'on retrouve dans l'ensemble de la planification en santé publique et qui motive tous nos objectifs et qu'on est amené justement à préciser dans le cadre de tous les projets ETP, etc., pour savoir un petit peu quelle approche vous faites auprès d'un public vulnérable, quel support vous développez et quels outils vous pouvez partager qui soient rattachés à une population particulière. C'est ce qu'on appelle un petit peu la santé communautaire, en fait. Enfin, je pense. Les objectifs éducatifs, programmes personnalisés, les modalités de mise en œuvre, l'évaluation de l'atteinte des objectifs, les outils pédagogiques et les sources prévisionnelles de financement. Ça, c'est tous les encarts, tous les items que vous avez quand vous remplissez ce fameux dossier d'autorisation. Voilà. Je vais m'arrêter un petit peu sur la structuration du programme pour simplement vous faire un retour. Alors certes, c'est un vœu d'offrir une offre de TP à tout le monde, tous les patients chroniques ayant une ALD, plus généralement les patients chroniques. De plus en plus, on parle d'offrir l'ETP à une population dont les critères ont été précisés, définis. Ce n'est pas forcément tous les patients chroniques qui ont besoin d'une ETP. Voilà. C'est ceux qui ne gèrent pas bien leur pathologie. Voilà. Donc en fait, ça, dans la lecture du programme, souvent on s'interroge par rapport à cette problématique-là. Voilà. Est-ce que, en clair,
la population cible est celle d'une unité au sein d'un hôpital où au sein de l'hôpital, au sein de l'unité, il y a un filtrage qui a été fait sur un certain nombre de patients au regard de critères qui nous sont identifiés pour voir effectivement justement à qui s'adresse ce programme de TP. Et ça paraît assez important. Deuxième aspect sur la structuration du programme, et qui fait écho aux différentes étapes du cahier des charges HAS. Il y a, comme vous le savez, il y a un diagnostic éducatif, il y a des séances collectives individuelles et une évaluation. Il s'avère que à la lecture des programmes, on peut interroger les équipes sur l'intérêt d'avoir un diagnostic éducatif, puisque il est proposé aux patients l'ensemble des séances, nutrition, activité physique, observance. Il y a le droit, en fait, le patient a le droit à une espèce de package où il n'y a pas eu de définition des besoins avec le patient pour savoir quel plan personnalisé on définit avec lui pour proposer certaines séances collectives à l'intérieur. Donc, à tel point qu'à des moments, si le patient va finir par avoir un cycle de toutes les séances, ça en devient même plus de l'acquisition de compétences, mais de l'information, de l'éducation à la santé, qui est un autre champ. J'insiste sur cette définition des besoins, cette étape de diagnostic éducatif avec le patient, qui est souvent demandée, précisée, réclamée par les équipes au niveau de l'ARS lorsqu'elles analysent un dossier d'autorisation et les échanges qu'elles peuvent avoir avec vous. Les critères essentiels de l'instruction. Donc au niveau de la coordination, il y a aussi un axe coordination dans le cadre du programme de TP, dans le cadre de ce qu'on vous demande. On parle de coordination avec le médecin traitant. Souvent, c'est ça. Tout simplement, quel échange il y a entre le médecin de ville et l'équipe hospitalière, par exemple. De plus en plus, la coordination au sein d'un hôpital, par exemple, ou au sein d'un groupement hospitalier, c'est la mutualisation qu'il y a entre les programmes. Voilà. Et ça pour une raison d'efficience, de rationalisation, d'échange de pratiques, des circuits d'information. C'est d'autant plus important pour, par exemple, dans le cadre de l'hôpital Robert Debré, parce que, par exemple, il y a un passage entre un programme en secteur pédiatrie et en secteur adulte. Et on parle de plus en plus pour la population jeune de la phase de transition où il y a des points de rupture dans le parcours du patient, du jeune, justement parce qu'entre les deux équipes, il n'y a pas eu forcément d'échange suffisamment, et on tend à construire des outils sur cet aspect-là, et notamment par exemple pour Robert Debré, j'évoque il y a une plateforme adolescent qui a été développée qui travaille là-dessus en matière d'accompagnement du jeune en situation de transition. Donc quand on parle de coordination dans les programmes de TP, c'est quel lien vous faites aussi en interne. Voilà. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est quand on parle de coordination, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on avance tout chemin faisant avec vous. C'est la logique de groupement hospitalier et la logique de GHT, groupement hospitalier de territoire, où là justement il y a aussi des passerelles et une coordination avec les acteurs d'un territoire. Voilà. Donc les critères essentiels de l'instruction, ça, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est des documents qu'on vous demande, qui sont obligatoires, qui sont dans le cadre de l'arrêté de 2010 et de 2015. Et ça, c'est essentiellement dans le cadre de l'exploitation des données que vous avez par rapport aux patients, l'anonymat, etc. qu'il faut, donc les données CNIL, etc. Bien sûr,
tout patient qui rentre dans un programme est informé, on doit recueillir son consentement. Entre les intervenants, il doit y avoir une charte des intervenants qui permet d'avoir une déontologie commune, on va dire, vis-à-vis du programme. Et donc, la dernière étape dans le cadre du programme, d'une autorisation, on vous demande d'anticiper un petit peu votre démarche d'évaluation. Voilà. Donc, ce qui pêche, c'est l'évaluation d'impact. L'évaluation de processus, ça va être plutôt sur l'activité globale. Ce qu'on va vous réclamer, par exemple, chaque année en termes de données d'activité pour qu'on regarde un petit peu l'activité de votre programme et l'analyse régionale qu'on va faire vis-à-vis selon une approche territoriale ou par pathologie. Voilà. Et au niveau évaluation quadriennale, il y a une analyse du processus, donc c'est 4 années successives, plus des données de suivi de résultats, d'impact. Et au niveau hospitalier, en fait, là, il y a une articulation avec le DIM, assez logiquement. Voilà. Donc là, je pense que je vous l'ai déjà évoqué. La logique de parcours, c'était le sujet. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un axe du PRS qui se concentre, et qui ça a été souhaité, pour le développement de l'axe parcours, de la logique parcours, et de développer en fait des dispositifs qui permettent d'éviter les points de rupture dans le parcours. L'ETP est un dispositif à part entière, mais il en existe d'autres. Voilà. Tout l'enjeu, en fait, c'est consolider l'offre d'ETP, mais surtout coordonner les différents dispositifs les uns avec les autres. Donc qu'il s'agisse d'ETP, de SOFIA notamment, qui est un programme d'accompagnement, qu'il s'agisse des actions d'accompagnement qui ont été retenues au niveau national et qui sont en cours d'expérimentation, c'est la logique qu'il peut y avoir dans ces dispositifs pour éviter les points de rupture à chaque fois. Alors, les points de rupture, c'est un retour aux urgences un peu trop rapide. Voilà. Donc voilà. Et la lutte contre les inégalités de santé, je vous l'ai déjà évoqué. Les points essentiels. Bon alors, l'identification des besoins, donc il faut que, je vous l'ai dit, on montre l'efficacité par rapport au programme de TP. La viabilité du programme, c'est de quelle façon vous allez dégager du temps dans votre activité pour développer l'offre de TP. Voilà. L'inclusion des patients sera-t-elle suffisante? On a souligné que la cible était souvent 50 patients par an. Ce chiffre est sorti en 2010. Ça n'est plus le cas maintenant, puisque maintenant on a une analyse par pathologie. On voit que c'est très différent suivant les pathologies. 50 patients pour le diabète, c'est largement dépassé. Ça dépend d'autres pathologies. Pour les autres pathologies, on a d'autres files actives. Et donc, on ne fixe pas de cible, désormais. Voilà. Par contre, la cible va être définie dans le cadre des financements qu'on peut avoir lorsqu'on étudie l'octroi de subventions ou de dotations dans les hôpitaux. Voilà. La grande difficulté, c'est les abandons. Et ça, quand on travaille sur un programme de TP, il faut voir quelles sont les actions correctives qu'on va mettre en place. On ne saura pas le mettre en place dès le dépôt du programme, mais à l'issue de la première année ou de la deuxième année, quelles actions correctives on peut avoir quand on voit qu'il y a trop de patients qui s'arrêtent au diagnostic éducatif et qui ne font pas la totalité de leur plan personnalisé. Donc
Mesure d'équité, ça c'est plutôt la réduction des inégalités de santé. C'est de quelle façon on peut avoir une approche adaptée suivant le type de population. Et ça dépend de l'implantation de la structure, de l'hôpital, souvent, et de la caractéristique de la population accueillie. Voilà. Quand on parle d'efficience, l'efficience, c'est ce que je vous disais, il y a un objectif commun qui est travaillé au sein de la PHP sur la mutualisation des programmes qu'il y aura au sein d'un même groupement hospitalier. Voilà. Donc, et là, je m'attarde 2 minutes dessus pour parler au niveau de la PHP. L'enjeu important, ce sont les UTEP, donc les unités transversales d'éducation du patient, qui, elles, il y en a une pour Debré, il y en a une pour chaque groupement hospitalier, qui sont là en termes de soutien des équipes pour la construction de programmes de TP, et même jusqu'à leur démarche d'évaluation. Voilà. Et l'ARS travaille avec la PHP et ses UTEP pour définir des objectifs justement de mutualisation des programmes et d'accompagnement des équipes. Voilà. Donc avec un cahier des charges qui se construit et des financements qui seront fléchés également. C'est la grande particularité au sein de la PHP. Il y a un financement concernant l'intervention directe auprès des patients et un financement qui concerne les plateformes telles que les UTEP. Voilà. Et donc l'évaluation annuelle, ça c'est l'interrogation, c'est sur les compétences acquises, sur le nombre de séances, le nombre de patients inclus au niveau du diagnostic, au niveau le nombre de patients qui font la totalité du programme. Voilà. Et ça nous permet de réajuster avec vous le contenu du programme et de s'interroger notamment sur le nombre de patients, s'il est faible ou si justement il est disproportionné. On se demande justement si ça correspond plutôt à la file active de l'unité hospitalière. Et aussi, on pose aussi des questions sur la place des associations de patients, qui n'est pas une obligation, mais qui est un objectif plutôt de qualité, qui a été mis en évidence dans l'ensemble de nos plans de formation, plans de financement notamment. Donc, évaluation quadriennale, donc là, ça c'est complètement réglementaire et technique. Vous retrouvez ça sur le site de l'ARS. L'évaluation quadriennale, la seule chose qui est importante, c'est qu'il faut le savoir qu'il y a une analyse de l'évaluation des 4 années du programme. Donc là, justement, il y a une analyse de tout le processus qui a été mis en place, le nombre de patients qui a été inclus chaque année et quelle évolution il y a eu et quelles actions correctives a été mises en place par les équipes par rapport au constat qu'il se faut. Voilà. Et ça répond à un guide qui a été fait par l'HAS qui accompagne les équipes pour savoir évaluer au bout de 4 ans leur programme. En dehors de l'évaluation quadriennale, il y a une démarche simplement de renouvellement où là, c'est simplement la conformité à l'ensemble des critères classiques que je vous ai évoqués tout à l'heure, avec l'exhaustivité de l'équipe, notamment. Voilà, je pense que c'est bon. Peut-être des questions ou après... J'ai une question. Eric. Non. C'est la même chose. Bonjour, donc Éric Balès, donc de l'association François Petit. Alors effectivement, nous, par exemple, sur Nice, on a lancé un programme en ville, donc sur en fait une plateforme diététique normalement pour les personnes obèses et diabétiques, donc qui touche en fait l'intestin, et on a pu faire en fait un programme d'accompagnement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je vous entendais dire en fait tout à l'heure que effectivement, moi j'ai essayé de communiquer auprès du CHU pour nous envoyer des malades. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait le CHU va pas envoyer des malades parce que c'est leur patientèle, on va dire, et ça va être compliqué. Ouais.
Mais je suis d'accord que moi j'en suis venu aussi un peu à la même conclusion que vous disiez, c'est-à-dire que moi je pense que 2 séances pourraient être faites à l'hôpital sur vraiment la pathologie, les traitements, et le reste vraiment sur la plateforme. Parce que déjà, nous, on a pu aussi mutualiser, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur la douleur, sur la fatigue, l'activité physique, la sophrologie, c'est toutes des activités qui peuvent être communes. Maintenant, comment vous allez faire, parce que c'est la question que je me pose, pour le financement. Déjà que c'est compliqué de pouvoir avoir le financement dans nos propres programmes dans un CHU, alors comment on va faire s'il y a 2 séances, par exemple, qui sont prises pour le CHU et le reste qui va être sur la plateforme? Et c'est là-dessus que moi j'aimerais bien voir un peu comment on peut avancer, parce que pour moi, c'est la solution, parce que ville hôpital, c'est pas pour enlever à l'hôpital, ça ne marchera pas. Il faut garder quand même ce pied à terre sur l'hôpital avec vraiment la pathologie, les traitements, et le reste, comme vous disiez, sur une plateforme dédiée donc à tout ce qui est... Je m'arrête 2 minutes sur la logique de financement. Donc en fait, c'est un guide du ministère qui est sorti il y a très longtemps, qui disait que c'était 250 € par patient. Et on peut financer un tout petit peu plus quand il y a des plateformes d'accompagnement type UTEP, etc. Donc en fait, par rapport à votre question, je pense que déjà l'ARS est responsable d'une animation sur le territoire, donc, et elle est là pour rassembler les acteurs et pour travailler ensemble sur une coordination de leur intervention. Donc, à mon avis, l'ARS a un enjeu de rassembler le CHU et vous pour s'articuler là-dessus. Deuxième élément de réponse, on est de plus en plus dans une logique à vouloir développer des coopératives d'acteurs. Donc ça veut dire qu'on flèche un financement, voilà, où chacun pourra bénéficier d'une part du financement, voilà, dans des objectifs de concertation entre vous autour d'un programme de TP notamment, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une convention cadre en clair avec le CHU et l'association François Aupetit. On identifie que pour 250 € par patient, vous identifiez un certain nombre de patients. Et après, il y a justement une répartition du nombre de séances que vous allez développer en ville et à l'hôpital. Et il y aura une convention qui vous lie avec un financement chacun, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une modalité qui se développe petit à petit sur le champ, un peu, on le pousse sur le TP, mais en tout cas, on le voit de plus en plus sur le champ de la prévention-promotion de la santé, où sur un territoire, on veut plusieurs associations sur un même projet, et ils vont tous apporter leurs compétences, etc., autour du même projet, des mêmes objectifs qu'ils auront développés. Et donc, un financement global est affecté là-dessus. Voilà. Maintenant, troisième élément de réponse, il faut que les acteurs veuillent travailler ensemble, je pense. Donc moi, par exemple, quand je vois que la PHP s'est rapprochée du centre municipal de Gennevilliers pour développer des consultations avancées en ville, et ça commence par la radiologie, etc. Mais petit à petit, ça va s'étoffer sur... Et à un moment donné, on va commencer à toucher du bout le TP et parler de TP. Je pense que ça veut dire que déjà, il y a eu un travail de partenaire assez soutenu pendant 1 ou 2 années pour arriver à rendre faisable un tel projet, quoi. Voilà. C'est dépendant des ARS locales, chacun Oui. doit placer localement son ARS. Ah oui. Oui, il n'y a pas de consigne nationale là-dessus. Hein. Moi, du coup, j'avais la même question, mais du coup, c'est à toi que j'ai posé la question. Parce que, en fait, vous avez parlé de télémédecine, d'ambulatoire et de mise en place de sites secondaires, ce qui répondait un petit peu à ce qu'on voulait au début, essayer de généraliser l'ETP. Et en fait, comment vous avez pu mettre en place une ETP en ambulatoire? Comment vous avez fait? Qui est formé? Comment ça marche? En fait, nous, on avait commencé donc, en 2008, c'est mon intervention d'après, mais c'est vrai que nous, on a commencé l'ETP en 2008, avant la loi HPST, avec la nouvelle ETP.
Donc c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'autorisation, puisque la loi HPST a commencé donc en 2009, juillet 2009. Donc ça nous a permis d'essuyer les plâtres. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir le patron du pôle digestif et j'ai demandé à faire des séances d'éducation thérapeutique. Je trouvais ça plus sympa que faire des permanences hospitalières, où moi, je suis un hyperactif, rester 3 heures à prendre de malades, c'est vrai que c'est pas mon truc. Et donc, on a été formés, et petit à petit, en fait, les soignants se sont formés, donc, et on a pu constituer. Donc, dès que en fait, la loi HPST est tombée, on a tout de suite monté en fait, le programme, et on avait déjà au moins 4 personnes de formées donc, sur le TP. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait, commencer notre programme d'éducation thérapeutique. Après, j'avais simplement une question aussi, c'est sur le diagnostic éducatif, parce que moi je trouve aussi qu'on est quand même 15 millions dans les maladies chroniques. Le cancer, donc, il y en a quand même beaucoup moins. Ils ont une consultation d'annonce. Moi, j'aimerais une consultation d'annonce pour les maladies chroniques. Et je me demandais, est-ce que c'est pas possible d'utiliser ce diagnostic éducatif en tant que consultation d'annonce, c'est-à-dire peut-être de donner un peu plus au niveau argent sur cette consultation d'annonce, qui pour moi est très important, c'est-à-dire de prévenir le malade en disant qu'il y a donc de l'éducation thérapeutique qui peut lui être accordée quand il sera prêt à faire la demande, qu'il y a une association de malades s'il a besoin et qu'on lui remette la fiche. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment de primordial et chaque malade qui a une maladie chronique devrait avoir cette consultation. Et je me demandais pour pas rajouter, parce que le cancer, ils sont un peu perdus, parce que moi, je fais partie aussi de la Ligue contre le cancer comme expert pour essayer de les aider à monter patients ressources, patients témoins, mais ils ont un problème avec leur consultation d'annonce parce que ça fait un peu doublon, quoi. Donc c'est de savoir justement si ce diagnostic éducatif pourrait servir de consultation d'annonce, quoi. Et peut-être valoriser un peu plus dans le... Ouais, je pas de Légion, pourquoi pas. Je sais pas ce qui bloquerait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des expérimentations en Ile-de-France avec le réseau Rénif sur l'insuffisance rénale chronique, qui justement a mis en place une consultation d'annonce, mais qui coupe le diagnostic éducatif. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de lisibilité. Tout à fait, mais on dit qu'il faut au moins 3 séances pour pouvoir toucher les 250 €. C'est une consultation, une séance de diagnostic éducatif et 2 séances. Là, ce serait vraiment la séance en fait diagnostic éducatif, pardon. Mais même s'il ne continue pas, c'est de la valoriser. C'est qu'en fait, le CH, l'équipe, puisse toucher quand même quelque chose. Et après, de pouvoir justement... Oui, je continue un petit peu dans le même domaine. Je ne sais pas s'il y a une réflexion au niveau national ou régional pour la RS Île-de-France sur finalement le pourcentage de patients qui est inscrit dans un programme d'ETP pathologie par pathologie. Parce que l'impression qu'on a, c'est que c'est un énorme investissement pour se former au niveau des équipes hospitalières et avec finalement assez peu d'adhésion des patients à l'ETP présenté comme tel parce qu'elle souffre d'un formalisme excessif depuis sa création, à mon sens. Et donc, puisque le formalisme excessif, on ne reviendra pas dessus, ça me semble à peu près acquis, on n'a qu'à en rajouter du formalisme. Et le formalisme, c'est justement la consultation d'annonce. Il y a 2 moments particuliers, puisque là, on est dans le cadre de mardi, où il y a de l'enfant et de l'adulte, et des patients qui restent malades en devenant adultes. C'est l'annonce et la transition. Et je pense que l'éducation thérapeutique, le terme obligatoire, on a parlé de forcer ce matin, c'est évidemment pas le terme qu'il faut utiliser, mais il faut plus qu'un simple encouragement à passer du temps supplémentaire pour le patient et pour ses parents quand c'est des enfants et pour le patient tout court quand il devient adulte, sur ces 2 moments clés qui sont le moment de l'annonce du diagnostic avec tout ce que ça peut découler après en séance complémentaire et dans la préparation de la transition pour éviter les ruptures de soins, etc. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire de l'évaluation sur l'efficacité de l'éducation thérapeutique, mais il y en a de la bibliographie là-dessus sur le fait que l'ETP c'est efficace. C'est pas ça la question. La question c'est comment faire en sorte que les patients y adhèrent. Et puis après, si les patients y adhèrent tous, il faudra des moyens, évidemment. Je vais rebondir sur l'annonce. Je te passe le micro, Francesca. Nous, on faisait des séances d'éducation en groupe et on s'est rapidement aperçu que là où le bas blessait, donc ça c'était il y a 2 ans, c'était l'annonce. C'est-à-dire que les patients n'étaient pas compliants parce que l'annonce n'était pas bien passée. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Et on a une infirmière d'éducation thérapeutique, donc on fait une annonce de médecin qu'on ne compte pas du tout comme éducation thérapeutique.
Et puis on envoie notre infirmière d'éducation thérapeutique faire une deuxième annonce. Et en fait, elle profite de cette deuxième annonce pour faire le diagnostic éducatif. Et de là, en fait, il y a de façon systématique une séance de groupe derrière qui comprend ma maladie. Et suite à ça, il va y avoir effectivement des séances individuelles ou une autre séance de groupe qui sera la fatigue, enfin, en fonction de ce qu'il y aura eu. Et donc on est dans le cadre des 3 séances et on part donc de l'annonce. Francisca Joly, nous on a 3 programmes validés par l'ARS de TP, 2 dans le cadre de maladies rares et une dans le cadre des maladies inflammatoires. Le souci, c'est que pour nous, c'est l'épuisement des équipes, non pas des patients. On a une forte demande des patients de faire le TP, mais nous, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas répondre à la demande parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour répondre à la demande. Donc, et quand on en parle à nos administrations, on n'a pas de réponse, en fait. Donc, moi, tous les ans, je fais mon bilan, le rapport. J'ai fait le rapport au bout des 4 ans. Donc, le problème, il est là pour nous. C'est-à-dire que la demande, nous, elle est très forte. C'est-à-dire qu'il y a des patients, nous, ça fait 1 an qu'ils attendent de pouvoir passer dans le programme. Mais en fait, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas les moyens et qu'on a toujours les mêmes personnes qui font tout. Et on a clairement un épuisement des équipes parce qu'on ne sait pas comment faire pour avancer. Donc oui, on peut encore ajouter des choses et améliorer, ça c'est sûr. Mais en pratique, comment on va voir notre administration en disant visiblement vous avez de l'argent qui apparaît, qui vient puisqu'on fait notre rapport tous les ans. Voilà. Non, alors bon, déjà la première logique, c'est ça on en a conscience et on a la volonté, c'est d'arriver à un stade où on contractualise avec chacune des équipes. Donc, mais bon, c'est du boulot. Donc déjà, si on pouvait arriver à contractualiser avec les hôpitaux, parce que, je ne vais pas le cacher, il y a une dotation qui est raisonnable pour la PHP. Voilà. Donc, et les derniers calculs montrent que justement, on est au-delà des 250 € pour développer le TP au sein de la PHP. Maintenant, effectivement, on a des discussions, nous, au niveau du siège de la PHP pour remonter les besoins. En fait, il faut une action concertée simplement pour remonter ce type de besoin. Moi, je l'entends, je discute demain, je discute avec la DOMU, je remonte ce besoin. De l'autre côté, l'UTEP de Debré doit aussi remonter ce besoin-là, de lisibilité des financements pour chacune des équipes et des moyens. Donc c'est pour ça que l'un des objectifs des UTEP et l'UTEP de Debré, c'est remonter les besoins chaque année qu'il y a pour faire des demandes de mesures nouvelles ou de fléchage de personnel sur ces activités-là, quoi. Voilà. Mais c'est une... à l'heure actuelle, il y a une dotation au sein de la PHP qui n'est pas fléchée dans les hôpitaux. Voilà. Et on en arrive maintenant à discuter pour pouvoir arriver à des fléchages par groupement hospitalier et par établissement et in fine définir des objectifs individuels avec les équipes c'est comme ça qu'on pourra négocier des ressources humaines en tout cas et en fonction du programme. Voilà. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un endroit à la paix où il y a eu des fléchages avec des ressources humaines pour le TP? Non, je connais un coordinateur, j'ai des personnes ressources au sein de la PHP qui gèrent le TP au niveau de tout la PHP. Oui, mais au sein Alors, des équipes, est-ce qu'il y a des équipes oui, ici? oui. Nous on a un fléchage. Nous, on a un financement avec des fléchages. On a eu une infirmière de coordination d'éducation thérapeutique sur les Mickey de l'enfant qui est fléchée et qui a été obtenue essentiellement sur des dotations ARS de TP. Pas uniquement, mais principalement. Francisca Joly et de Beaujon. Donc, à Robert Debré, ça se passe plutôt bien. Je le dis parce que Non, moi, l'approche par établissement, je ne l'ai pas. Non.
Mais voilà, et juste pour dire, ici, il y a des gens de toute la France, donc Alain est de Rennes, d'autres sont d'ailleurs. Donc c'est une réunion un peu National. Et en montant le micro, je vais juste te dire qu'effectivement, nous, notre programme a commencé à marcher quand on a réussi à avoir une infirmière dédiée. C'est-à-dire que ce que vous présentez avec le coordinateur et des gens qui font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, ça ne marche pas. Pour faire une vraie éducation et faire un vrai programme, il faut une infirmière dédiée. C'était juste la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une cohorte de patients, alors Francisca, je sais pas, on a 300, si on fait 300 fois 250, ça ne marche pas comme ça, mais en gros, l'idée est derrière ça. C'est-à-dire, si on a besoin d'un mi-temps infirmière, comment on fait? À qui on demande? Comment vous avez fait à Debré pour obtenir l'identification du financement pour une infirmière? Vous avez apporté votre nombre de votre cohorte, vous avez dit ça fait tant, et puis... On a apporté le nombre de séances qu'on avait fait depuis 3 ans, en fait, avec l'argent que ça avait rapporté, et on a demandé à ce que l'argent finance. Mais bon, on met la enfin, pression sur l'administration. Non mais je veux dire, la réalité, elle est comme ça dans les services. oui, non, mais j'entends bien. Et la seule chose que je vous ai pas évoquée, mais enfin, je peux pas aller trop dans l'explication de ma pensée, mais l'autorisation ne vaut pas financement, mais le financement ne peut être possible qu'à partir d'une autorisation. Non, mais l'ARS devrait refuser de payer si cet argent ne va pas à ce qui est au programme. Voilà. Moi, je trouve que, en fait, l'ARS donne de l'argent, donne beaucoup d'argent, et à juste titre, avec des programmes qui ont été validés. Mais Et je ne comprends pas que cet argent soit utilisé. mais pardonnez-moi, enfin, j'ai regardé les données d'enquête en Ile-de-France, mais toutes les ARS, puisque c'est au niveau national, lancent des enquêtes. Bon, j'ai parlé, excusez-moi, que pour Ile-de-France. 100% des programmes autorisés ont répondu à l'enquête et ont montré qu'il y a des inclusions de patients. Donc, et justifie l'utilisation. S'il y a des inclusions de patients, il y a une justification de l'utilisation des crédits. Non, parce que c'est sur nos ressources propres. Mais non, mais Il n'y a pas des moyens de mettre. soit si je vous apprends quelque chose, c'est embêtant, parce que ça veut dire que vous êtes très candide. Dire comment ça s'est passé après la labellisation. On nous a dit, vous avez une activité qui existe déjà, vous avez des programmes qui sont cohérents, donc on les labellise, mais vous avez en fait détourné du temps paramédical ou médical à faire de l'éducation thérapeutique et vous n'aurez rien. Continuez. Je résume, mais c'est à peu près la situation. Si vous le faites déjà, c'est que Si vous le faites déjà, c'est que vous êtes toujours en compétence pour le faire. Sauf que là, en 2010, on était candide, en 2015, on ne l'est plus. Quand on définit des objectifs sur un nombre cible de patients, on est en pleine négociation avec les hôpitaux là-dessus, quoi. Donc, et on en arrive, c'est mon job. Hein. Voilà, vous m'affichez 50 patients, il n'y en a pas, montrez-les-moi, les 50 patients, et ça va donner tant comme financement. Voilà ce que vous avez actuellement, donc il y a un gap, il y a un problème. Voilà. Donc je suis désolé, on les récupère parce que moi je développe en ambulatoire avec ça. Et donc, en fait, ce que dit Alain, si je peux me permettre, c'est que l'argent est donné, le travail est fait. Simplement, ce que dit Francisca, c'est que l'argent est donné dans le grand trou de l'assistance publique et le travail est fait par les fourmis qui rajoutent ce boulot-là en plus. C'est ce que dit Francisca. Il n'y a pas de tromperie. Les patients, l'éducation est faite, l'argent est bien donné, tout est dans le meilleur des mondes à l'échelle macroscopique. Par contre, en interne, mais c'est nos problèmes internes. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas qu'un problème ETP. Enfin... Non, c'est pas ça. On est centre de référence maladies rares, je peux vous dire que c'est un problème, centre de référence maladies rares, plus des tas de quantités. Comme les frais de fonctionnement des centres maladies rares. C'est comme tout le reste. Bon, on va enchaîner, hein. Merci beaucoup, monsieur.